Bienvenue à Viva. On pourrait croire qu'aujourd'hui, quand on a du talent, toutes les portes s'ouvrent, que le temps des artistes maudits est à jamais révolu. La communication va plus vite que l'éclair et les chasseurs de talent ont à disposition tous les moyens pour repérer les nouveaux venus. Et pourtant, ça peut paraître injuste, mais certains ont du mal à s'imposer. Il y a bien sûr des réussites commerciales ou artistiques éclatantes, mais aussi des personnages attachants qui n'arrivent pas à rencontrer la notoriété. Marc Chandler et Béatrice Bacti ont voulu comprendre pourquoi le sort favorise les uns et beaucoup moins les autres. Il y a 15 ans, deux jeunes architectes fous de peinture rêvaient de réussir. Michel Yakovlev, dit Yako, et son ami Arnaud. Yako a tenté sa chance à Paris. Arnaud est resté architecte. Bonjour, voilà, je m'appelle Arnaud. Vous êtes ici dans une petite caverne d'Ali Baba. C'est la caverne dans laquelle on a peint avec Michel pendant près de 10 ans, avec Yako. Donc voilà, vous y êtes. Aujourd'hui, l'activité est un peu ralentie parce que Michel donc, est parti sur Paris. J'ai 33 ans et je suis peintre et sculpteur et architecte de formation. J'ai choisi de faire des études d'architecture pour acquérir la méthodologie et la formation d'architecte, pour l'appliquer à des créations qui sont moins fonctionnelles que celles de l'architecte. Mais enfin, il y a toujours la même manière de faire les choses. Alors ici, c'était une usine, c'était une usine à peinture ici. Donc, on travaillait à la chaîne, on faisait des tableaux à la chaîne toute la journée durant, donc sur plusieurs supports. Donc c'était une fabrication semi-industrielle, mais on travaillait les deux seuls avec la musique et puis avec nos pinceaux, nos bières et nos sandwichs. C'est un engouement, c'est une passion aussi. C'est simple à dire, mais bon, de toute façon, globalement, jusqu'à maintenant, ça n'a jamais vraiment marché. Donc, par cette raison-là, force est de s'entêter à continuer. C'est un attaquant de première ligne, ça, sans aucun contexte, et avec aucune diplomatie. Donc ça, pour son travail, c'est excellent, quoi. Non, Michel a une très grande puissance dans son travail, dans tout ce qu'il touche, et il y a une puissance énorme qui sort de ses mains, et sur toute sa tête, et ça lui permet de faire n'importe quoi. C'est un sport, en fait. J'ai eu la tentation, quand j'étais gamin, de faire de la compétition de ski. À l'époque, je vivais à Genève et j'aimais beaucoup ça. Et puis, je me suis réservé. En me disant, un jour, je ferai de la compétition, mais dans l'art. Et c'est une compétition de longue haleine, donc je le vis comme de la compétition aussi. Et c'est ça qui me relance complètement. Et, il y a une partie, effectivement, quand un projet n'aboutit pas, il y a une partie d'échec, mais il y a tout le travail qui est valorisé quand même. Toute une invention, toutes les idées qu'on peut avoir, elles sont venues à ce moment-là, elles sont précieuses.
Les marrons? Oui, il y a du marron. Même quoi? Je sais pas. On touche avec les yeux. Et même du doigt. On touche avec les doigts. Ouais, ah oui. Et ensuite. Un œil. C'est lesquels les passeurs, il est rigolo. Ouais, c'est Lucas. Celui-là. Bon les enfants, ça y est, la visite est terminée. Bon, alors vous allez tous venir vers moi. Vous allez tous vous asseoir là, en face du tableau qui est ici, ok? Asseyez-vous tous là. La partie la plus difficile de ma formation d'artiste débutant encore, c'est de prendre le courage à deux mains pour frapper aux portes, mettre le pied si elles se refermaient et défendre mes projets, mes idées. Mais c'est une nécessité vitale pour aboutir à des projets importants. Encore que le métier d'artiste est un métier de liberté absolue. C'est-à-dire que dans l'indifférence générale, on peut produire une œuvre. Mais pour réaliser les choses de plus grande ampleur, il faut à ce moment-là avoir les soutiens des décideurs et d'avoir des financements pour mener à bien ces projets-là. Et pour ce faire, il faut les convaincre. Alors, voilà un projet qui me tient à cœur en ce moment, qui n'est pas encore abouti, qui s'appelle les fleurs du ciel. Des fleurs monumentales qui atteindraient jusqu'à 25 mètres de haut, situées au bord de l'autoroute, la future autoroute A86 qui contourne Paris. Et c'est des fleurs qui seraient mobiles, elles seraient animées par des vérins, elles s'ouvriraient le matin, elles se fermeraient le soir. Et elles s'animeraient donc comme ça le paysage à une échelle même visible d'avion. Les fleurs du ciel. Derrière l'ambition de Yako, il y a sa femme, Ariane. Ils gèrent ensemble la société Yako. On s'adresse aux sociétés, aux collectivités, au marché des galeristes, au privé. Donc les clients sont très différents et là encore, c'est développer une ligne Yako sur différents supports. En fait, j'aurais envie de créer une partie, un petit morceau de terre qui ressemble à mes tableaux. Alors quand je fais des assiettes, quand je fais des vêtements, quand je fais des décors en extérieur, c'est simplement une projection de mon univers que j'ai envie de créer en vraie grandeur et que les gens rentrent dans bienvenue chez Yako, quoi, rentrent dans mon environnement. Je dois travailler à peu près 50 heures par semaine, 50-60 heures par semaine. Je suis tout le temps, comme disent les architectes, charrette. Et pour ce travail-là, une fois que je paye mes impôts et que je paye les charges de mon entreprise, il me reste à peu près en France ce qu'on appelle le RMI. C'est-à-dire 2500-3000 francs par mois. 750 francs suisses par mois pour vivre. Évidemment, le travail de Yako ne suffit pas. Quelque part, on peut dire que je suis le sponsor de Michel. En fait, moi, je suis travailleur indépendant, ce qui me permet d'avoir différentes activités par ailleurs que la société Yako. Qu'est-ce que vous faites? Je vends du rhum, je suis commerciale dans une société d'études marketing, je suis élue aussi dans ma ville. Donc différentes choses qui permettent de gagner un peu d'argent et qui permettent donc de mettre de l'eau au moulin en attendant que Yako démarre. Moi, j'ai eu cette grosse question d'arrêter à un moment donné la peinture parce que bon, j'étais aussi dans l'urgence de vivre matériellement. Passer toutes les expositions qu'on a pu faire ensemble, ou bien content
Le jour du vernissage, pendant 1 heure, on débouche les bouteilles de vin blanc, les gens sont là, sont contents, ils font le tour de la galerie, ils trouvent ça super parce que de toute façon ça mange pas de pain ce qu'on fait, c'est pas méchant, c'est pas violent, en plus ça décore les murs, donc tout va bien et les gens sont de bonne humeur dans tous les vernissages qu'on a fait, donc ça c'est formidable. Et généralement le lendemain on remballe, on replie et on se retrouve dans son atelier et on se dit qu'est-ce qu'on fait. Moi ça m'est arrivé personnellement très fort, d'ailleurs de façon très pointue, à se poser des questions sur soi-même, sur qu'est-ce qu'on va faire au-delà, est-ce qu'on continue, mais pourquoi, personne ne nous suit et ça n'a plus d'intérêt. C'est peut-être on est à 2 doigts de la porte de la folie, ou alors on va encore plus loin, on est assez fort, on surmonte cette porte de la folie, c'est-à-dire on traverse cet univers qui peut nous faire perdre la raison, en étant suffisamment fort pour voir encore un au-delà, auquel cas on sera épargné de ça. Michel, lui, il a fait le choix, il est passé au droit, il va beaucoup plus loin, mais il a cette force pour continuer. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt ça qui est dur. Et parfois on a l'impression même de vieillir un peu avant l'âge parce qu'on n'a pas une situation bien confortable où on peut faire des projets. Justement, et dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fera? Mais quelque part, c'est aussi une aventure parce que dans 10 ans, c'est absolument pas ce qu'on fera et ça permet justement d'avoir beaucoup d'énergie et de ne pas s'endormir.